Bonsoir, voici donc le résumé de la première partie du cours que j'ai eu avec les élèves qui étaient présents pour le C2 de ce soir. Donc dans un premier temps, nous avons travaillé sur un document oral que je vous avais envoyé, donc, qui était du docteur Alexandre qui faisait une conférence sur la mort et sur l'éventuelle immortalité que l'on pourrait atteindre grâce aux avancées de la médecine. Alors, je vais travailler par un système de, on va dire, de questions-réponses. Donc, je vais vous dire les questions que je leur ai posées et je vais vous rappeler rapidement les réponses qui m'ont été données à ces questions. Donc tout d'abord, comme d'habitude, je leur ai posé la question classique. Quel est ce document? Qui est en présence? De quoi parle-t-il? Où est-il? Etc., etc. Donc les caractéristiques du document. Alors, il s'agissait du docteur Alexandre, Laurent Alexandre, que nous avons déjà vu dans un autre document où il nous parlait de l'intelligence artificielle. Et là, on le voit bien dès le départ, il y a des applaudissements quand il arrive. Donc on se doute bien qu'il s'agit non pas d'une radio, d'une interview, mais d'une conférence qu'il fait. Nous saurons un petit peu plus tard, donc les élèves ne l'ont pas remarqué, mais donc un peu plus tard, il fait référence au fait que certains d'entre eux, des personnes qui sont présentes dans la salle, pourront vivre jusqu'à 1000 ans parce qu'ils profiteront des avancées technologiques qui auront lieu à partir des années 2050. On se doute bien que les personnes qui sont présentes devant lui sont des étudiants, sont des personnes très jeunes, puisque s'il s'agissait de personnes de 40 ou 50 ans, en 2050, ils ne pourraient plus profiter de ces avancées technologiques. Ce serait beaucoup trop tard pour eux. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, une conférence du docteur Alexandre devant des étudiants, certainement, des étudiants, donc, et il leur parle d'un thème il le dit lui-même, il pose la question essentielle, la question taboue, c'est quand allons-nous mourir? Et donc cette question est essentielle pour lui. Et tout d'abord, il montre en fait l'évolution de l'espérance de vie au cours des siècles. Et il rappelle que en 1750, l'espérance de vie était de 25 ans uniquement, alors que aujourd'hui, en 2015, donc il annonce la date de 2015 à plusieurs reprises, donc on sait que cette vidéo ou ce fichier audio date de 2015, donc il annonce plus de 80 ans. Et donc il nous dit que les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur l'évolution que va prendre cette espérance de vie au cours des prochaines décennies. Alors, la deuxième question que je leur ai posée, c'est quelles sont les diverses hypothèses qui sont proposées par les spécialistes. Et en fait, il y a 4 hypothèses. Une première hypothèse qui prévoit que l'espérance de vie va diminuer. Alors ce sont surtout, il l'a dit lui-même, ce sont surtout les personnes des mouvements écologistes qui annoncent ces chiffres plutôt pessimistes et négatifs parce qu'ils considèrent que l'état de la Terre, l'état de l'environnement, la pollution, etc., etc., vont être responsables d'une baisse de la qualité de vie et d'une baisse de l'espérance de vie. Et puis, il y a une deuxième hypothèse qui est celle tout simplement d'une stagnation du niveau d'espérance de vie parce que la science va à ses limites et donc elle ne va pas arriver à améliorer l'espérance de vie que nous avons aujourd'hui. Il y a une troisième hypothèse qui est celle qui a lieu depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire que l'espérance de vie va augmenter doucement, mais régulièrement
au fur et à mesure que les avancées technologiques vont apparaître, que la médecine va s'améliorer. Et donc, on peut espérer, d'ici quelques décennies, à avoir une espérance de vie autour de 120 ou 130 ans. Et puis, il y a une quatrième hypothèse, la dernière, qui, elle, prévoit une hausse exponentielle, une hausse considérable de l'espérance de vie, parce que les avancées technologiques vont tellement vite depuis 20 ans ou depuis 30 ans qu'on peut espérer que la médecine va nous permettre de résoudre tous les problèmes que l'on rencontre, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes physiques, psychologiques, mentaux, etc. etc. Et donc, lui, bon, on le pressent dès le départ et il le confirme à la fin que lui est plutôt en faveur de cette quatrième théorie, de cette quatrième hypothèse, pardon, puisque il prévoit la possibilité d'une immortalité de l'être humain. Alors, nouvelle question que je leur ai posée, c'est qu'est-ce que signifie le sigle NBIC auquel il fait référence dans le document oral? Alors, ils ont répondu parfaitement. N, c'est nanotechnologie. B, c'est biotechnologie. I, c'est l'informatique. Et C, c'est le cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec l'intelligence artificielle. Alors, question suivante. Que parviendrons-nous à faire grâce à ces NBIC? Et là, il y avait plusieurs réponses possibles. Ils les ont presque toutes trouvées. C'est tout d'abord réparer les organes, changer l'ADN des personnes, pour les personnes notamment qui ont des problèmes génétiques. Donc réparer l'ADN pour éviter des maladies génétiques, ce que l'on appelle aussi les maladies rares. Nous en reparlerons un petit peu tout à l'heure. Réparer les cellules, donc régénérer les cellules, donc éviter le vieillissement. Les implants électroniques qui vont augmenter notamment nos capacités intellectuelles. La robotique chirurgicale. Les nanocapteurs ou les implants nano, c'est-à-dire au milliardième de millimètre ou de mètre, les milliardièmes de mètre, pardon. Donc ce seront des composants électroniques qui vont permettre de guérir. Et puis il y a ce qu'il appelle la modélisation, c'est-à-dire l'analyse et le décryptage du vivant grâce à des ordinateurs. Alors justement après, il fait référence à ces ordinateurs et c'est la question suivante que je leur ai posée, c'est qu'est-ce que la loi de Moore? Alors Moore fait référence à Gordon Moore, qui est le créateur en fait d'une, je ne sais même plus le nom de l'entreprise, une des premières entreprises d'informatique, je ne sais plus, j'ai plus le nom en tête. Et donc, dès 1960, Intel, ça y est. C'est l'entreprise Intel, le créateur de l'entreprise Intel, et dès 1960, il annonce que, pour lui, la puissance des ordinateurs va doubler tous les 18 mois. Et en fait, depuis 1960 jusqu'à nos jours, cela s'est particulièrement bien vérifié. Et en effet, tous les 18 mois, les ordinateurs doublent de puissance systématiquement. Ce qui fait que si on achète un ordinateur aujourd'hui, dans 18 mois, il sera 2 fois moins puissant que les ordinateurs qui seront en vente à ce moment-là. Donc c'est ça la loi de Moore, donc selon le docteur. Alors pourquoi? C'est la question suivante qu'il pose lui-même et que j'ai posée également aux élèves qui étaient présents. C'est pourquoi le public n'est-il pas au courant de toutes ces évolutions, de toutes ces améliorations, de toutes ces avancées technologiques? Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de concrétisation réelle. Il y a des tentatives qui ne fonctionnent pas toujours. Il y a des essais, notamment d'intelligence artificielle, qui sont faits, qui ne fonctionnent pas toujours, qui sont encore à l'état de recherche et à l'état d'essai.
il n'y a pas réellement de démocratisation de cette thérapie, de ces nouvelles avancées technologiques. La preuve, c'est que, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est que la première thérapie génique sur un enfant malade d'une maladie rare a été faite en janvier 2020. Donc il y a 10 mois, 11 mois. D'accord? Donc c'est en effet très récent, mais je vous reparlerai de cet enfant tout à l'heure. Alors, donc il n'y a pas de démocratisation, et puis surtout, les scientifiques ont été pris de court par la vitesse à laquelle ces avancées technologiques arrivent. Puisque en 1990, il était annoncé que l'ADN ne serait jamais séquencé, que ce serait beaucoup trop compliqué de pouvoir séquencer un ADN en 1990. En 2003, 13 ans plus tard, l'ADN était totalement séquencé. Donc là où en 1990 des scientifiques disaient c'est impossible, on n'y arrivera jamais, ou on y arrivera peut-être dans 200 ou 300 ans ou 400 ans, 13 ans plus tard, c'était réussi. Donc on voit bien que cette science va beaucoup plus vite en fait que ce que même les scientifiques imaginaient. Alors aujourd'hui, c'est une question que je leur ai posée, combien de temps faut-il pour séquencer un ADN? En fait, il faut 4 heures. Et autre chiffre que je leur ai posé, c'est combien coûtait le séquençage d'un ADN en 1900 ou en 2003. Donc le premier séquençage qui a été fait en 2003, combien il coûtait? Il coûtait 3 milliards de dollars. Il est descendu très rapidement à 1000 dollars. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, donc c'est en 2015, le jour où le docteur fait sa conférence, le séquençage d'un ADN est de 100 dollars. Et j'ai fait référence, là c'est moi qui leur ai donné un exemple supplémentaire, je leur ai parlé d'une nouvelle forme de cadeau qui se fait régulièrement aux États-Unis, en France, etc., en Allemagne, c'est d'offrir un ADN, donc un séquençage de l'ADN. Donc il suffit de fournir une goutte de sang ou un petit peu de salive, et donc le séquençage de l'ADN est fait par des entreprises privées, et c'est pas très cher, hein, c'est 50 ou 80 euros, et puis ça nous permet d'avoir notre séquençage, notre ADN complet sur une clé USB, ça tient sur une clé USB, et puis ça nous permet également de connaître nos origines. Et j'ai fait référence justement au fait que certaines personnes ont été particulièrement choquées lors du résultat de leurs origines, puisque, imaginons un Américain pure souche, républicain à fond, pro-Trump, etc., qui apprend qu'il a du sang africain dans les veines. Donc c'est un choc, j'imagine, très fort pour lui. Ou nous avons eu le cas d'Allemands ou de familles dont les parents avaient, disons, agi dans le Troisième Reich, au cours du Troisième Reich, donc des nazis, en fait, dont les parents étaient nazis, et qui se rendent compte qu'en fait, ils ont du sang juif dans les veines. Donc évidemment, ça choque énormément de personnes. Donc le séquençage maintenant d'un ADN se fait de manière tout à fait simple, enfin simple entre parenthèses, rapide en tout cas, puisque ça prend moins de 4 heures, puisque c'était 4 heures en 2015, j'imagine qu'ils ont encore amélioré les choses, et donc ça se vend très facilement au public. Donc voilà ce dont je leur ai parlé également par rapport à ce séquençage. Qu'est-ce que cela, nouvelle question que je leur ai posée, qu'est-ce que cela va permettre dans la réalité, dans les faits, qu'est-ce que ça va permettre d'avoir ce séquençage de l'ADN? Ça va permettre d'obtenir une médecine individualisée, une médecine basée sur les particularités génétiques de chaque personne, de chaque individu. Parce que nous avons tous un génome différent, donc des caractéristiques génétiques différentes, et donc
connaître la génétique permettra de réparer des cellules spécifiquement et d'adapter un traitement spécifiquement à chaque personne. Notamment, et il le cite, le docteur, notamment en cancérologie, c'est-à-dire la science des cancers, cancérologie, auquel je leur ai posé la question s'ils connaissaient un autre nom pour les spécialistes du cancer. Ce sont des oncologues, donc on dit en oncologie. Donc voilà ce que je leur ai demandé. Donc ça permet d'améliorer énormément l'oncologie, dans le domaine de l'oncologie. Il rappelle d'ailleurs que un quart des personnes, donc je crois me rappeler qu'il fait référence à l'ensemble des personnes qui sont devant lui, il dit un quart d'entre nous aura un jour à faire face à un cancer. Donc une personne sur quatre aura un cancer. Ça ne veut pas dire qu'il mourra de ce cancer, mais il devra se battre contre un cancer au cours de sa vie. Quelle est l'opinion du docteur sur l'avenir? Donc j'y ai fait référence tout à l'heure un petit peu. Pour lui, les vagues d'avancées technologiques vont se succéder les unes après les autres. Tout d'abord dans le domaine de l'électronique médicale, des implants. Alors, on a déjà eu des implants au niveau des oreilles, donc les personnes malentendantes retrouvent l'ouïe. Nous avons également des implants au niveau du cerveau, et ils espèrent que ces implants vont permettre d'améliorer des maladies dégénératives, comme par exemple Alzheimer ou Parkinson. Donc c'est quand même extrêmement important également. Ils ont réussi à créer des rétines artificielles, donc qui permettent à des personnes non-voyantes de revoir. Ils ont réussi même à créer un cœur artificiel. Et donc il y a la thérapie génique dont je vous reparlerai encore tout à l'heure. Alors pour lui, que se passera-t-il? Nouvelle question que je l'aurais posée. Que se passera-t-il en 2030? 2030, c'est pas vieux, hein, c'est dans 10 ans. Bah pour lui, en fait, les chirurgiens ne toucheront plus jamais le malade. Ce sont des robots qui agiront sous les ordres des chirurgiens qui, à distance, manipuleront ces robots, et ça évitera on va dire, toute erreur humaine. Donc, mais j'ai posé la question justement aux élèves qui étaient présents. Je leur ai dit, vous, personnellement, si vous avez le choix de vous faire opérer par un robot ou par un homme, qu'est-ce que vous choisissez? Elles ont toutes choisi l'homme. Donc on voit que les mentalités ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour s'adapter aux nouvelles avancées. Donc en fait, les avancées technologiques vont beaucoup plus vite que la mentalité de l'homme en général. D'accord. Il a parlé également d'exemples d'utilisation de l'ingénierie des tissus. Alors c'est ce qu'on appelle les cellules souches. Alors c'est quoi une cellule souche? C'est en fait, on récupère une partie du tissu, alors je ne suis pas scientifique, hein, mais j'imagine qu'ils récupèrent ou du sang ou un tissu d'une personne, et ils sont capables de le reproduire artificiellement en laboratoire, donc en éprouvette. Donc ça permet de régénérer de la peau, ça permet de régénérer des organes, quels qu'ils soient. Donc c'est quand même extrêmement important pour l'avenir. Donc une personne qui éventuellement aurait un foie en très mauvais état, son foie pourrait être reconstitué artificiellement en laboratoire, et donc réimplanté, faire une réimplantation d'organes, exactement le même organe que celui de la personne. Donc d'où l'importance de connaître l'ADN. Donc c'est ce qu'on appelle les cellules souches. Pardon. On peut, et j'ai fait référence notamment à l'accident de Formule 1 qui a eu lieu ce week-end avec Romain Grosjean, qui, vous l'avez certainement vu, un accident incroyable où sa voiture a été coupée en deux et a pris feu. Et donc il est sorti au bout de 30 secondes du feu par lui-même.
et donc il a été assez gravement brûlé au niveau des mains. J'imagine que pour ces brûlures, ils vont certainement utiliser des cellules souches pour régénérer la peau et reconstituer la peau qui a été brûlée. Donc ça peut être extrêmement important pour les personnes gravement brûlées lors d'accidents de voiture, etc., etc. Donc ça peut être extrêmement important aussi. On peut imaginer que des personnes qui, par exemple, dans un accident, ont perdu une jambe ou un bras, puis on puisse reconstituer cette jambe et ce bras par thérapie génique, par cellules souches. On peut imaginer n'importe quoi avec la médecine actuelle. On peut également donc imaginer la fabrication d'organes, je vous l'ai dit. Donc les espoirs, résumé un petit peu de ce texte-là, quels sont les espoirs du docteur Étienne quant à les avancées technologiques? Bah pour lui, d'ici quelques années, d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pourra vivre 10 ans ou 20 ans de plus qu'actuellement. Pour 2050, il prévoit une nouvelle vague qui va nous faire gagner environ une vingtaine d'années. Et il a dit justement au public qui était parmi lui, devant lui, pas parmi, devant lui, il a dit que certains parmi les personnes qui étaient présentes arriveraient à vivre jusqu'à 1000 ans. Donc ça pose le problème de l'immortalité. Est-ce que nous allons parvenir à l'immortalité? Donc c'est une question que j'aurais posée ensuite. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de l'immortalité? Et on en a reparlé un petit peu après parce que je vous ai fourni, puisque vous allez avoir à le faire également, je vous ai fourni un sujet d'expression écrite à développer. Je vous en donnerai l'intitulé, l'énoncé tout à l'heure. Mais cette immortalité sous-entend plusieurs problèmes. Tout d'abord, où est-ce que nous allons vivre? À un moment donné, la Terre ne va plus suffire pour accueillir toutes les personnes, parce que s'il y a toujours autant de personnes qui naissent, mais plus personne qui meurt, ce remplacement ne va plus se faire, et donc petit à petit, on va arriver à une situation où il y aura beaucoup trop de personnes sur Terre par rapport à la surface de la Terre. D'où éventuellement, justement, cette volonté de certaines entreprises, notamment d'Elon Musk, d'aller sur Mars ou éventuellement de trouver d'autres planètes qui soient habitables, parce qu'à un moment donné, peut-être que la Terre ne suffira plus pour tout le monde. Donc ça, c'est un problème. Et puis, une question qui nous a été posée, mais à quel âge prendrons-nous notre retraite? Si nous vivons 1000 ans, ça veut dire, et que nous continuons à prendre notre retraite à 65 ans, ça veut dire que les personnes entre 20 et 65 ans, donc celles qui travaillent, devront financer la retraite de celles qui sont entre 65 et 1000. Donc vous imaginez bien que ce ne sera financièrement pas possible et que nous devrons travailler peut-être jusqu'à 800 ans, 900 ans. Bon, c'est peut-être de la folie de penser à des choses comme ça, mais il faut bien réfléchir à tous ces problèmes que l'immortalité pourrait provoquer. Donc voilà le résumé un petit peu du texte qui nous était proposé et des idées que nous avons développées. Alors ensuite, donc je vais noter 2346 pour vous l'indiquer que ce soit plus facile. Donc je leur ai donné un sujet, je vous ai donné un sujet d'expression écrite à développer, et dans un deuxième temps nous avons commencé à trouver des arguments sur ce sujet. Donc le sujet, je vais vous l'énoncer, c'est quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de l'avancée technologique de la médecine. Alors, ce sujet est très classique, mais il est surtout très vague. C'est-à-dire que je ne vous indique pas si vous devez le faire sous la forme d'une lettre formelle, sous la forme d'un forum, d'un article de journal, etc., etc. Je ne vous précise rien. Donc, vous êtes libre de faire le choix, de prendre le choix que vous souhaitez. Par contre, ce que je vous conseille, comme il faut quand même développer sur 700 mots,
puisque c'est un C2, c'est de contextualiser le sujet. C'est-à-dire vous expliquer qui vous êtes, pourquoi vous écrivez, dans quelles conditions vous écrivez, pourquoi. Vous pouvez dire tout simplement que vous venez d'assister à la conférence du docteur Alexandre et que vous avez décidé de donner votre opinion sur tel ou tel sujet. Vous pouvez le faire dans un forum, vous pouvez le faire dans un article de journal parce que vous êtes journaliste et que vous avez écouté cette conférence, etc. Vous inventez votre contexte, mais il faut absolument que vous l'inventiez. Ensuite, bon, le plan, il vous est donné, avantages, inconvénients. Là encore, faites-le en fonction de votre point de vue personnel. Si vous voyez plutôt des avantages, vous allez commencer par les inconvénients, puis les avantages que vous confirmerez dans votre point de vue personnel. Si au contraire vous y voyez plutôt des inconvénients, vous commencez par les avantages, puis vous finissez par les inconvénients que vous confirmez avec votre point de vue plutôt négatif. Donc voilà le travail que je vous demande de faire à l'écrit. Alors ensuite, nous avons présenté quelques arguments pour ou contre ou les avantages ou inconvénients de cette modernisation, de cette avancée technologique de la médecine. Alors tout d'abord, vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation, et faire référence au fait que ces avancées technologiques, tout le monde ne va pas en profiter. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les pays riches et de l'autre les pays pauvres. L'Afrique, par exemple, ne va certainement pas profiter en priorité de toutes ces avancées technologiques. Les pays les plus riches parviendront les premiers à utiliser cette thérapie, cette avancée technologique et mais médicale. Donc ça, c'est une première chose. On a vu également qu'il y a des différences au sein même de certains pays développés. D'accord? Pourquoi? Parce que la médecine n'est pas, fournie, proposée de la même manière selon les pays. Nous allons en reparler tout à l'heure. Et puis, nous avons vu également que au sein même d'un même pays, il y a des grandes différences, tout simplement financières. Parce que peut-être que certaines personnes qui ont les moyens ont la possibilité d'obtenir des traitements qui sont peut-être encore à l'état d'essai thérapeutique. Ils servent peut-être de cobayes, mais en attendant, certaines personnes ont accès à des soins spécifiques que la majorité d'entre nous ne pouvons pas obtenir. Je leur ai donné deux exemples, un en France et un à l'étranger. Le premier en France, c'est Bernard Tapie, que vous connaissez certainement, donc, qui a été président du groupe Adidas, qui a été président du club de foot de Marseille, l'OM, qui a été ministre de la ville, un homme qui a eu une vie extraordinaire et qui depuis plusieurs années est gravement malade. Il a un cancer que l'on dit en phase terminale depuis de nombreux mois et qui est toujours là, heureusement pour lui, c'est très très bien pour lui, je suis très content pour lui. Mais pourquoi? Parce qu'il a réussi à obtenir des essais thérapeutiques, notamment en Belgique, qui lui ont permis peut-être de gagner 6 mois, 1 an, etc. C'est une personne qui a plusieurs cancers, des cancers qui sont généralement mortels à court terme, et il arrive à s'en sortir. Et je suis très content pour lui, ce n'est pas le problème. Mais est-ce que tout le monde pourrait avoir cette chance d'avoir accès au traitement que lui a obtenu? Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, Steve Jobs, le président d'Apple, qui lui aussi a eu un cancer, je crois que c'était un cancer du pancréas. Donc c'est un des cancers les plus dangereux, les plus mortels. Il est mortel, je crois, à 95 ou 99%. Et généralement, ça se fait en 3-4 mois maximum. Donc c'est très très rapide. Steve Jobs a survécu plusieurs années avec son cancer. Donc peut-être qu'il a obtenu un traitement plus adapté à ses besoins
même si ça fait quand même pas mal d'années qu'il est décédé. Il n'a pas réussi à s'en sortir, malheureusement pour lui également, mais il a réussi à gagner quelques mois par rapport à la majorité des personnes qui ont la même maladie que lui. Donc est-ce qu'il y a réellement une différence ou pas? J'ai donné pour exemple personnel ma famille. J'ai cité donc mes parents. Mon père a fait un cancer du poumon, il est parti en 6 mois. Ma mère a fait un cancer du poumon, elle est partie en 4 mois ou en 5 mois. Donc, est-ce que si mes parents avaient eu accès à ces nouvelles méthodologies, ces nouvelles technologies, ces avancées médicales, est-ce qu'ils n'auraient pas réussi à vivre 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus? C'est la question qu'on peut se poser. Donc ça, c'est une question que l'on a beaucoup abordée, c'est cette différence qu'il peut y avoir dans l'accès à la médecine. Et puis, donc, il y a l'accès classique à la médecine qui est différent d'un pays à l'autre. Par exemple, en France, la médecine est fournie. Alors, bon, il y a évidemment la médecine hospitalière, mais quand on parle de médecins généralistes, ce sont des médecins privés. Donc, il faut avancer l'argent. Et je leur ai montré donc une carte vitale, ma carte vitale, qui me permet, moi, quand je vais chez le médecin, il met ça dans son appareil, la sécurité sociale est immédiatement prévenue, moi je paye mon médecin, mais moi dans les 48 heures ou 72 heures maximum, je suis remboursé sur mon compte, l'argent est remis directement sur mon compte. Mais ça m'oblige, moi, à faire une avancée d'argent. Donc ça, c'est la France. Vous avez l'Espagne, où là, tous les frais sont gratuits. Vous n'avez rien à avancer, vous n'avez pas à avancer d'argent. Il y a l'Ukraine. L'Ukraine, l'élève, la personne donc, du groupe, nous a dit que les médicaments étaient très très chers. Je suis revenu sur le cas de la France en disant que, heureusement, en France, nous avions beaucoup d'avantages, notamment au niveau des lunettes ou au niveau des dents. Pour soigner les dents, c'est presque gratuit. Nous avons 1 ou 2 montures gratuites par an, de lunettes. Les soins dentaires sont gratuits, etc. Alors qu'en Espagne, c'est très très cher. Donc là encore, des différences selon les pays. Et puis, il y a des pays où c'est encore pire. C'est le cas de l'Angleterre, par exemple, où il faut vraiment... les personnes qui ne travaillent pas n'ont, pour ainsi dire, pas de sécurité sociale. Les États-Unis, c'est pareil. Si vous n'avez pas de mutuelle aux États-Unis qui sont très chères, vous n'êtes pas remboursé en cas d'hospitalisation et ça coûte une fortune. Nous avons vu le cas de personnes qui ont été atteintes par le coronavirus, qui ont été hospitalisées pendant 1 semaine en soins intensifs et qui ont reçu une facture de plus de 300 000 euros, 300 000 dollars, pardon, pour la semaine qu'ils ont passée à l'hôpital. Et donc c'est ces personnes qui s'endettent sur plusieurs générations et qui finalement ont préféré, pour certains d'entre eux, ne pas aller à l'hôpital et mourir à la maison plutôt que d'avoir à endetter leur famille sur plusieurs générations. Donc voilà encore une chose dont on a parlé par rapport à l'accès à la médecine. Et puis il y a des avantages comme la thérapie génique. Alors je vous ai envoyé le lien sur le groupe WhatsApp pour que vous puissiez l'avoir sur cet enfant qui s'appelle Jules, qui a eu une maladie génétique qui a été repérée dès sa naissance. Et à sa naissance, les médecins ont dit aux parents que leur enfant n'atteindrait jamais son premier anniversaire. Et puis, grâce au Téléthon, donc à une association caritative française, un petit peu comme les Restos du Cœur, mais pour la médecine, et pas forcément pour la médecine, mais pour la médecine génétique, donc pour les maladies rares, comme la mucoviscidose. Donc les parents sont allés voir cette organisation qui leur a fourni l'argent nécessaire pour faire un test, pour faire un essai thérapeutique génétique sur leur enfant, le premier qui a eu lieu en France. Et actuellement, cet enfant va de mieux en mieux. Il a, je crois, maintenant 4 ans ou 5 ans. Et
alors qu'il ne pouvait pas se tenir debout, alors qu'il ne pouvait pas respirer tout seul, il avait besoin d'un appareil respiratoire 24 heures sur 24. Aujourd'hui, il peut respirer tout seul, il peut parler, il peut marcher avec des cannes, etc. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il vieillit, il va de mieux en mieux. Parce que la thérapie qui a été mise, donc une seule piqûre en fait de ce produit, je ne sais pas, je n'y connais rien, mais une seule piqûre de ce produit a permis de renouveler totalement son ADN et d'améliorer l'ADN là où il n'allait pas bien. Donc en gros, c'est à peu près ça. Donc on voit bien que les améliorations se font. Peut-être pas assez vite pour certains, puisque je vous ai donné une deuxième vidéo ou un deuxième lien sur WhatsApp. Le cas de Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal, qui était donc un chanteur extraordinaire, qui avait participé à la Starac en France, donc un concours de chant qui avait lieu tous les ans en France, et qu'il a gagné en 2004, alors qu'il avait 21 ans, et qu'il était, depuis sa naissance, atteint de la mucoviscidose. Et malheureusement, donc Grégory est mort 2 ans plus tard, 2 ans après sa victoire, à 23 ans. Il est mort de sa maladie parce que les avancées technologiques n'ont pas été assez rapides pour lui, malheureusement. Donc un film d'ailleurs, ce qu'on appelle un biopic, a été tourné cette année, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, sur sa vie, et a été diffusé cette année en France. Donc l'histoire de la vie de Grégory, donc de tout ce qu'il a dû avoir à subir, de toute la force physique et mentale qu'il a dû développer pour atteindre, ce qu'il a atteint, pour faire ce concours de chant, pour le gagner, etc., etc. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport au premier sujet que nous avons développé. Donc je vais le faire en 2 vidéos pour pas que ce soit trop long, parce que ça fait déjà 37 minutes que je parle. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de la deuxième vidéo, enfin du deuxième fichier audio que je vous avais envoyé, mais ce sera dans une vidéo suivante. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Je pense que la deuxième, je la ferai demain matin. Il est déjà minuit là, donc je vais peut-être m'arrêter pour ce soir. Bonne soirée, au revoir.